Il fut un temps dans votre vie où tout semblait s'écrouler. Peut-être était-ce une relation qui se désagrégeait lentement. Peut-être était-ce un travail que vous aviez perdu soudainement. Peut-être une crise familiale qui vous tenait au bord du gouffre. Et c'est précisément à cet instant, lorsque vous étiez le plus vulnérable, que quelqu'un est apparu. Quelqu'un qui semblait vous comprendre profondément. Quelqu'un qui prononçait les mots que vous aviez désespérément besoin d'entendre. Quelqu'un qui vous a, en apparence, sauvé. Et pourtant, cette personne allait se transformer en votre pire cauchemar. Carl Jung, figure incontournable de la psychologie analytique, a documenté un schéma que la plupart des experts contemporains peinent encore à saisir pleinement. Il l'a baptisé le complexe du sauveur, et il a mis en garde contre cette forme de manipulation, l'une des plus subtiles et des plus dévastatrices qui puissent exister, parce que la personne qui vous tire d'une situation de crise a un accès privilégié à des parties de vous que nul autre ne peut atteindre. Elle connaît vos faiblesses les plus intimes. Elle sait exactement où se trouvent vos points sensibles. Et lorsqu'elle décide d'utiliser cette connaissance à vos dépens, les dommages peuvent être presque irréparables, voire permanents. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signes révélateurs qui permettent de démasquer un faux sauveur, comprendre pourquoi les victimes les plus intelligentes et les plus averties tombent dans ce piège, et apprendre comment vous protéger d'un schéma qui est conçu pour ressembler à de l'amour inconditionnel, à de la générosité désintéressée. Si vous vous êtes déjà retourné sur le passé en vous demandant comment quelqu'un qui semblait si bon et bien intentionné a pu vous infliger autant de souffrance. Cette vidéo contient les réponses que vous cherchez désespérément. Elle peut vous apporter la clarté dont vous avez besoin. Commençons par explorer les mécanismes de ce piège. Lorsque vous traversez une crise, votre esprit fonctionne différemment. Vos défenses psychologiques, ces barrières qui vous protègent habituellement des personnes malveillantes, sont considérablement affaiblies. Jung a observé que durant les périodes de vulnérabilité extrême, les individus entrent dans ce qu'il appelait un état de réceptivité inconsciente. C'est comme si l'âme ouvrait grand toutes ses portes dans l'espoir de trouver de l'aide, sans discernement aucun sur qui entre, sans se soucier des conséquences. Et c'est précisément dans cet état que les manipulateurs les plus dangereux font leur apparition. Ce n'est ni une coïncidence, ni un simple concours de circonstances malheureux. C'est un schéma bien rodé. Certaines personnes possèdent un radar quasiment surnaturel pour détecter la vulnérabilité. Elles peuvent la ressentir à distance. Et lorsqu'elles la détectent, elles se rapprochent en offrant exactement ce dont la victime a besoin à ce moment précis. C'est une danse macabre, une tragédie qui se joue en coulisses. Jung était très clair sur ce point. Le faux sauveur ne planifie pas nécessairement de faire du mal dès le départ, dans de nombreux cas. La personne croit sincèrement qu'elle apporte son aide. Le complexe du sauveur est, avant tout, un complexe inconscient. La personne a un besoin impérieux de secourir les autres pour se sentir valorisée. Elle a besoin que quelqu'un dépende d'elle pour avoir un sentiment d'utilité, un but dans la vie. Et ce besoin, bien que masqué sous des dehors altruistes et bienveillants, est en réalité profondément égoïste. Voici donc le premier signe qui peut vous indiquer que vous êtes face à un faux sauveur. L'aide qu'il vous offre crée toujours une dépendance. Observez attentivement. Un véritable sauveur vous aide à vous remettre sur pied pour que vous puissiez marcher seul. Il vous fournit des outils, pas des béquilles permanentes. Un faux sauveur vous aide d'une manière qui vous rend de plus en plus dépendant de lui et de moins en moins autonome. Il résout vos problèmes de façon à vous rendre incapable de les résoudre par vous-même à l'avenir. Jung appelait cela l'infantilisation de la personne secourue. Le faux sauveur vous maintient dans un état de besoin perpétuel, car sans votre besoin, il n'a plus aucun pouvoir. Sans votre faiblesse, il n'a plus de raison d'être. Chaque fois que vous tentez de faire quelque chose par vous-même, il trouvera une manière subtile de vous faire sentir incompétent. Il vous dira des choses comme « laisse-moi faire »,« tu as déjà assez de soucis comme ça », ou encore « tu risques de mal faire et d'empirer les choses ». C'est une manipulation habile et insidieuse. Et vous, reconnaissant pour son aide, vous ne remettez rien en question. Vous acceptez qu'il sache mieux que vous. Vous acceptez que, pour l'instant,
Il soit préférable de le laisser gérer les choses. Mais pour l'instant se transforme en pour toujours. Et avant même de vous en rendre compte, vous ne pouvez plus prendre une décision sans le consulter. Vous ne pouvez plus résoudre un problème sans son intervention. Vous êtes devenu son extension, pas son partenaire, une ombre à son service. Le deuxième signe est plus difficile à déceler, car il donne l'impression d'un amour véritable et sincère. Le faux sauveur connaît chaque détail de votre trauma. Il se souvient de tout ce que vous lui avez confié durant vos moments de plus grande vulnérabilité. Et il utilise ces informations pour anticiper précisément ce que vous avez besoin d'entendre. Cela paraît presque magique, comme s'il pouvait lire dans vos pensées, comme s'il vous comprenait mieux que quiconque au monde. C'est une illusion, un mirage, mais voici la vérité qui blesse. Cette connexion profonde que vous ressentez n'est pas une alchimie entre les âmes. C'est de l'information stratégique. Jung a mis en garde contre le fait que les manipulateurs les plus efficaces sont d'excellents collecteurs d'informations émotionnelles. Chaque larme que vous avez versée devant lui, chaque insécurité que vous avez confessée, chaque peur que vous avez révélée, tout cela a été catalogué et enregistré, non pas pour mieux vous aimer, mais pour mieux vous contrôler. C'est une arme redoutable, et c'est pour cela que, lorsque le sauveur se transforme en bourreau, le dommage est si spécifique et si dévastateur. Il sait exactement où frapper, parce que c'est vous qui lui avez montré où se trouvent vos blessures. Il sait exactement quoi dire pour vous détruire, parce que c'est vous qui lui avez donné la carte de votre psyché. L'intimité que vous pensiez être de l'amour se transforme en l'arme parfaite. C'est une trahison ultime. Le troisième signe apparaît progressivement, si lentement que la plupart des victimes ne le remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Le faux sauveur commence à vous isoler des autres sources de soutien, mais il le fait d'une manière qui paraît protectrice. Ta famille ne te comprend pas comme moi. Tes amis n'étaient pas là quand tu avais vraiment besoin d'eux. Je suis le seul qui se soucie véritablement de toi. Il utilise la culpabilité et la flatterie pour vous couper du monde extérieur. Jung a identifié cela comme la monopolisation de l'approvisionnement émotionnel. Le sauveur ne peut permettre que vous ayez d'autres sources de soutien, car cela affaiblirait son emprise. Si vous avez d'autres personnes dans votre vie qui peuvent vous aider, vous n'avez plus autant besoin de lui, et sans votre besoin, il perd son pouvoir. Alors, systématiquement, il commence à éroder vos autres relations, à saper vos amitiés et vos liens familiaux. Parfois, il le fait ouvertement, en critiquant vos amis et votre famille. Mais les sauveurs les plus sophistiqués agissent de manière plus subtile. Ils occupent de simplement tout votre temps. Ils créent des crises qui requièrent toute votre attention. Ils vous maintiennent tellement concentrés sur la relation avec eux qu'il ne vous reste plus d'énergie pour personne d'autre. Et lorsque vous finissez par lever la tête et regarder autour de vous, vous êtes seul. Il est tout ce qu'il vous reste. Et c'est précisément ce qu'il voulait depuis le début. Il a patiemment tissé sa toile autour de vous. Le quatrième signe est peut-être le plus perturbant, car il révèle la véritable nature du faux sauveur. Observez ce qui se passe lorsque vous essayez d'aller mieux. Lorsque vous commencez à guérir de la crise initiale qui vous avait rendu vulnérable. Lorsque vous commencez à retrouver votre force et votre indépendance, un véritable sauveur se réjouirait de votre rétablissement. Il serait heureux de voir que vous n'avez plus autant besoin de lui. Il vous encouragerait à voler de vos propres ailes. Le faux sauveur, en revanche, sabote votre guérison. Jung a nommé cela la résistance à la croissance de l'autre. Chaque fois que vous commencez à aller mieux, quelque chose se produit. Une nouvelle crise apparaît. Un problème inattendu surgit. Le sauveur a soudainement besoin de votre soutien. N'importe quoi pour vous ramener à cet état de vulnérabilité où il détient le contrôle total. C'est un cercle vicieux, une spirale infernale. J'ai observé ce schéma tellement de fois qu'il en est devenu prévisible. La victime commence à suivre une thérapie. Et le sauveur trouve des raisons de remettre en question le thérapeute. Ce n'est pas un bon thérapeute pour toi, crois-moi. La victime décroche un nouveau travail, et le sauveur trouve des moyens de rendre ce travail plus difficile. Tu travailles trop, tu vas t'épuiser. La victime renoue avec ses amis, et le sauveur crée un drama qui requiert une attention immédiate. J'ai besoin de toi. Il se passe quelque chose de grave.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma de sabotage systématique, une manière de vous maintenir dépendant et de vous isoler de toute influence extérieure. Le 5e signe est le plus révélateur de tous, mais il requiert une honnêteté brutale envers vous-même pour le voir. Posez-vous les questions suivantes. Sentez-vous que vous devez votre vie à cette personne? Avez-vous l'impression que sans elle, vous vous seriez complètement effondré et ressentez-vous une dette impossible à rembourser? Si la réponse est oui, vous expérimentez ce que Carl Jung appelait la dette du sauvé, une dette émotionnelle qui vous enchaîne et vous empêche de vous affirmer. Le faux sauveur ne vous a pas sauvé par amour. Il, elle, vous a sauvé pour vous créer une dette. Et cette dette est son outil de contrôle le plus puissant. Chaque fois que vous remettez quelque chose en question, chaque fois que vous exprimez votre mécontentement, chaque fois que vous tentez d'établir des limites, il, elle, vous rappelle subtilement ou explicitement tout ce qu'il, elle a fait pour vous. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si ce n'était pas moi, je t'ai sauvé quand personne d'autre n'était là. C'est une technique classique de manipulation émotionnelle. Et vous, croulant sous cette dette impossible, vous acceptez des choses que vous n'accepteriez jamais de personne d'autre. Vous tolérez des comportements qui sont clairement abusifs. Car comment pouvez-vous vous plaindre de quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Comment pouvez-vous abandonner la personne qui était là quand vous en aviez le plus besoin? La dette se transforme en une prison, et le sauveur a la seule clé. Il contrôle votre liberté émotionnelle. Maintenant que vous comprenez les 5 signes, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus important. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège? Parce que sans comprendre le pourquoi, vous êtes condamné à répéter le schéma. Et la réponse se trouve dans quelque chose que Jung appelait l'ombre non reconnue, cette part de nous que l'on préfère ignorer. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir, des faiblesses que nous nions, des besoins que nous réprimons. Et quand nous sommes en crise, ces parties occultées remontent à la surface, cherchant désespérément à être attendues. Le faux sauveur ne se contente pas de voir ces parties. Il, elle, les utilise. Il, elle, promet de guérir des blessures que vous ne saviez même pas que vous aviez. Il, elle, promet de vous donner ce qui vous a toujours manqué. Et ces promesses sont irrésistibles, précisément parce qu'elles touchent des endroits que vous n'aviez jamais montrés à personne. C'est une forme de séduction émotionnelle très puissante. Carl Jung a écrit abondamment sur la manière dont nos blessures d'enfance nous rendent vulnérables à certains types de manipulateurs. Si vous avez grandi en ayant l'impression que vous deviez gagner l'amour, vous serez vulnérable à quelqu'un qui vous offre un amour inconditionnel. Si vous avez grandi en ayant l'impression que personne ne vous protégeait, vous serez vulnérable à quelqu'un qui promet de vous protéger de tout. Si vous avez grandi en ayant l'impression que vous n'étiez pas assez, vous serez vulnérable à quelqu'un qui vous dit que vous êtes parfait exactement comme vous êtes. Jung mettait en garde contre ces schémas répétitifs. Le faux sauveur ne vous a pas choisi au hasard. Il, elle, vous a choisi parce qu'il, elle, a vu ses blessures en vous. Il, elle, a vu ces espaces vides qui cherchaient à être comblés. Et il, elle, s'est présenté comme la réponse parfaite à des besoins que vous traîniez depuis toute votre vie. Vous n'êtes pas tombé par stupidité. Vous êtes tombé parce que vous étiez humain, vous étiez blessé, et quelqu'un a promis de vous guérir. N'importe qui dans votre situation aurait fait la même chose. C'est une question de survie émotionnelle. Mais maintenant vient la partie qui peut tout changer. Comment vous protéger à l'avenir? Comment éviter de retomber dans le même schéma? Parce que si vous ne faites rien de différent, je vous garantis que le prochain faux sauveur est déjà en chemin. Et il, elle, va trouver exactement les mêmes blessures que le précédent a exploitées. C'est un cycle sans fin si on n'y prend pas garde. Carl Jung a développé plusieurs techniques pour travailler avec des patients qui avaient été victimes de ce schéma. La première et la plus importante est ce qu'il appelait l'intégration du besoin. Au lieu de nier que vous avez des besoins émotionnels profonds, vous les reconnaissez, vous les acceptez, vous les nommez, parce que ce que vous niez vous contrôle. Mais ce que vous reconnaissez, vous pouvez le gérer. C'est le premier pas vers la guérison. Cela signifie vous asseoir avec vous-même et faire une liste honnête de ce que vous recherchez dans les relations.
pas ce que devrait rechercher une personne saine, pas ce qu'on vous a dit qu'il était correct de vouloir, mais ce que vous recherchez vraiment. Peut-être est-ce la protection, peut-être est-ce la validation, peut-être est-ce que quelqu'un vous dise que vous êtes suffisant, quoi que ce soit. Écrivez-le. Parce qu'une fois que vous le voyez écrit, cela cesse d'être un point aveugle, cela devient plus concret et manipulable. La deuxième technique est ce que Jung appelait le délai du sauvetage. Quand vous êtes en crise, votre première réaction est d'accepter l'aide de quiconque l'offre. C'est un instinct de survie. Mais cet instinct ne fait pas la distinction entre l'aide genuine et la manipulation déguisée. Alors, vous allez faire quelque chose de contre-intuitif. Vous allez attendre. Vous allez ralentir le processus. Quand quelqu'un apparaît dans un moment de vulnérabilité, offrant exactement ce dont vous avez besoin, vous allez remercier. Mais vous n'allez pas accepter immédiatement. Vous allez prendre le temps d'observer. Vous allez rechercher des deuxièmes opinions. Vous allez consulter des personnes que vous connaissez d'avant la crise. Vous n'allez pas prendre de décisions émotionnelles quand votre système nerveux est en mode urgence. Il est important de prendre du recul. Cela ne signifie pas rejeter toute aide. Cela signifie être stratégique quant à l'aide que vous acceptez. Le faux sauveur est pressé. Il a besoin que vous ayez besoin de lui, elle, maintenant. Il a besoin d'établir cette dépendance rapidement, avant que vous ne récupériez la capacité de penser avec clarté. Le délai frustre ce plan. Il vous donne le temps de restaurer vos défenses psychologiques. C'est une question de reprendre le contrôle. La troisième technique est peut-être la plus défiante, mais aussi la plus transformatrice. Jung l'appelait le travail de l'ombre appliqué aux relations. Elle consiste à vous demander honnêtement, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en recherchant un sauveur? Parce que derrière chaque recherche de sauveur, il y a quelque chose que la personne ne veut pas affronter seule. C'est une question d'autonomie et de responsabilité. Peut-être est-ce la peur de la solitude, peut-être est-ce la terreur d'échouer, peut-être est-ce la douleur de devoir reconstruire quelque chose à partir de zéro. Quoi que ce soit, c'est votre ombre dans ce contexte. Et tant que vous ne l'affronterez pas, vous continuerez à chercher quelqu'un qui vous sauve d'avoir à le faire vous-même. C'est un travail d'introspection essentiel. Carl Jung était brutalement honnête avec ses patients à ce sujet. Il leur disait que le sauvetage qu'ils recherchaient n'existait pas, que personne ne pouvait faire le travail intérieur à leur place, que la seule issue réelle était de traverser la douleur, pas de la contourner, et que chaque fois qu'ils trouvèrent quelqu'un de disposé à les sauver de cette douleur, ils ne faisaient que la reporter et la rendre plus grande. Jung insistait sur l'importance de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. Maintenant, je veux vous parler des signaux d'une aide genuine versus une aide manipulatrice. Parce que tous ceux qui apparaissent dans un moment difficile ne sont pas des prédateurs. Il existe des personnes véritablement bonnes qui veulent t'aider sans agenda caché. Le problème est de les distinguer. C'est là où la vigilance est de mise. La première différence est le respect de votre autonomie. Une personne véritablement serviable vous demande ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous dire ce dont vous avez besoin, elle respecte quand vous dites non. Elle ne s'offusque pas quand vous refusez son aide ou la modifiez. Elle comprend que la décision finale concernant votre vie vous appartient, pas à elle. Le faux sauveur, en revanche, se place au centre des décisions qui devraient être les vôtres. Elle sait ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne le lui avez pas demandé. Elle s'offusque quand vous ne suivez pas ses conseils. Elle traite votre autonomie comme un obstacle, au lieu de comme quelque chose à respecter. C'est un signal d'alarme important. La deuxième différence, c'est la transparence concernant les limites. Une personne qui aide sincèrement a une idée claire de ce qu'elle peut donner et de ce qu'elle ne peut pas. Elle vous dit ouvertement jusqu'où elle peut aller. Elle ne promet pas de vous sauver de tout. Elle ne se présente pas comme la solution à tous vos problèmes. Le faux sauveur, en revanche, n'a aucune limite apparente. Il semble disposé à tout donner pour vous. Il semble inépuisable dans sa disponibilité, et cela devrait être un signal d'alerte. Pas de tranquillité, parce que personne de sincère n'a des ressources infinies. Personne de sain d'esprit ne promet d'être toujours disponible pour tout.
Ces promesses impossibles sont l'appât du piège. La troisième différence, c'est la façon dont ils réagissent. Quand vous commencez à aller mieux, la personne qui aide sincèrement célèbre votre indépendance. Elle vous encourage à essayer des choses par vous-même. Elle se réjouit. Quand vous n'avez plus autant besoin d'elle, elle voit son rôle comme temporaire, comme un pont vers votre propre force. Le faux sauveur se sent inconfortable. Visiblement, quand vous montrez de l'indépendance, il trouve des moyens subtils de vous rappeler que vous avez encore besoin de lui. Il minimise vos réussites ou les attribue à son influence. Il fait des commentaires qui sapent votre confiance. Quand vous commencez à vous sentir fort, maintenant, arrive la partie de la vidéo, qui pourrait être la plus importante, si vous reconnaissez ce schéma dans votre propre vie. Si, pendant que vous écoutiez ça, vous avez commencé à voir quelqu'un de spécifique dans votre esprit, si vous avez commencé à connecter des points que vous ne vouliez pas voir avant, alors vous devez écouter ceci avec une attention totale. Ce type de contenu existe parce que l'information est la première ligne de défense contre la manipulation. Chaque personne qui comprend le schéma du faux sauveur est une personne de moins qui tombera dans ce piège. Et créer ce contenu prend du temps, de la recherche et la volonté de nommer des choses que beaucoup préfèrent ignorer. Le Super Thanks que vous voyez là en bas est votre façon de participer activement à cette mission de protection collective. C'est dire, ce savoir compte. Continuer à révéler ce que d'autres cachent. C'est investir dans un monde où ces pièges seront de plus en plus difficiles à exécuter, parce que de plus en plus de personnes les voient venir. Maintenant, laissez-moi vous donner les outils pratiques pour sortir du schéma, si vous êtes déjà piégé dedans, parce qu'une chose est de prévenir, et une autre, très différente, est de s'échapper quand on est déjà dedans. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la sortie sera graduelle et non instantanée. Le faux sauveur a passé des mois, voire des années, à construire une structure de dépendance. Détruire cette structure, du jour au lendemain, n'est pas seulement difficile, c'est potentiellement dangereux. Parce que, quand le sauveur sent qu'il perd le contrôle, il peut passer à des comportements beaucoup plus abusifs. Jung recommandait ce qu'il appelait la reconstruction silencieuse. Vous commencez à renforcer d'autres domaines de votre vie, sans faire d'annonce. Vous commencez à renouer avec vos amis et votre famille, de manière discrète. Vous commencez à développer vos propres ressources, sans déclarer votre indépendance ouvertement. Vous ne dites pas au sauveur que vous êtes en train de partir. Vous commencez simplement à partir. Ce n'est pas lâche, c'est stratégique. Vous protégez votre processus de récupération de quelqu'un qui a démontré qu'il saboterait toute tentative de croissance. Vous ne devez pas d'explication à quelqu'un qui vous a manipulé. Vous ne devez pas d'honnêteté à quelqu'un qui a utilisé votre vulnérabilité contre vous. La deuxième chose, c'est de commencer à tenir un registre des schémas que vous observez. Écrivez. Chaque fois que vous remarquez un des 5 signes que j'ai décrits, date, situation, ce qui s'est passé exactement. Ce registre a 2 objectifs. Premièrement, il vous aide à voir le schéma clairement, quand votre esprit commence à le minimiser. Deuxièmement, il vous donne des preuves concrètes, si vous avez besoin d'expliquer la situation à quelqu'un d'autre, parce que une des tactiques du faux sauveur est de vous faire douter de votre propre perception. Quand vous avez tout écrit, ces doutes perdent leur pouvoir. Vous ne pouvez pas vous convaincre que vous avez exagéré quand vous avez 20 exemples documentés avec des dates et des détails. La troisième chose, c'est de commencer à prendre des décisions, petites, par vous-même, sans consulter. Je ne parle pas de grandes décisions de vie, je parle de choses quotidiennes. Quoi manger? Quoi porter? Où aller? Si vous avez tout consulté avec le sauveur, ces décisions petites vous paraissent énormes, mais elles sont le premier pas pour récupérer votre agentia. Jung disait que l'autonomie se reconstruit à travers 1000 actes petits. Chaque fois que vous décidez quelque chose par vous-même
et que vous survivez aux conséquences. Votre cerveau enregistre que vous êtes capable, et ces enregistrements s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de personne pour prendre des décisions basiques sur votre propre vie. La quatrième chose, c'est de préparer votre réseau de soutien. Avant d'en avoir besoin, cela signifie avoir des conversations honnêtes, avec au moins 2 ou 3 personnes qui peuvent vous aider quand vous déciderez de partir définitivement. Vous n'avez pas besoin de tout leur raconter maintenant, mais vous devez rétablir ces connexions que le Sauveur a affaiblies. Vous devez savoir que quand vous ferez le pas final, vous ne serez pas complètement seul. Jung a observé que les victimes de faux sauveurs essaient souvent de s'échapper seules et échouent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que personne ne peut se battre contre le schéma du sauveur sans soutien externe. La même vulnérabilité qui vous a fait tomber dans le piège vous rend incapable de sortir sans aide. Accepter ça n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. La 5e et dernière chose, et le pas le plus difficile de tous, c'est accepter la perte. Parce que, peu importe à quel point le Sauveur était manipulateur, il y a eu des moments sincères, il y a eu des moments où vous vous êtes senti aimé, protégé, compris. Et ces moments étaient réels pour vous, même s'ils étaient recalculés pour lui. Quand vous sortez de cette relation, vous perdez ces moments aussi, et le deuil est réel. Jung était très clair à ce sujet. On ne peut pas échapper à une relation toxique sans traverser le deuil de ce que cette relation promettait. Vous allez le regretter. Vous allez douter de votre décision. Vous allez romancer les bons moments et minimiser les mauvais. Tout ça est normal. Tout ça fait partie du processus. Et si vous ne vous permettez pas de le sentir complètement, vous allez chercher un autre sauveur pour éviter la douleur. Et le cycle recommencera. Mais avant de terminer, il y a quelque chose de plus que Jung a découvert. Sur le schéma du faux sauveur que vous devez écouter, c'est la raison pour laquelle ce schéma se répète, génération après génération, et pourquoi certaines familles semblent produire des victimes de faux sauveurs, une fois après l'autre. Jung a observé que les enfants, qui grandissent avec des parents émotionnellement négligents, développent ce qu'il appelait le vide du sauvetage. C'est un espace intérieur qui aurait dû être rempli de sécurité et d'amour inconditionnel, mais qui est resté vide. Et ce vide a une caractéristique particulière. Il attire intensément quiconque promet de le remplir. Le problème, c'est que ce vide ne peut être rempli par personne d'extérieur. Jung était très clair à ce sujet. Ce que ne vous ont pas donné vos parents, aucun sauveur ne peut vous le donner. Ce qu'une autre personne peut faire de mieux, c'est vous accompagner pendant que vous-même vous reconstruisez. Mais le travail de reconstruction est intérieur, pas extérieur. Alors, quand le faux sauveur apparaît, promettant de remplir ce vide, il offre quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Et quand il échoue inévitablement à combler ce qui a toujours été vide, la victime ne le voit pas comme l'impossibilité que cela a toujours été. Elle le voit comme sa propre faute. Elle pense que si elle était suffisante, si elle était meilleure, si elle méritait plus d'amour, alors le sauveur aurait réussi. C'est là la tragédie de ce schéma. La victime finit par se sentir plus défectueuse après le sauvetage raté qu'avant. Et ce sentiment de défaut la rend encore plus vulnérable au prochain sauveur qui apparaîtra. Le cycle non seulement se répète, il s'intensifie. C'est pourquoi le travail d'intégration que Carl Jung proposait est si crucial. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les faux sauveurs, il s'agit de guérir le vide intérieur pour qu'aucun sauveur n'ait de pouvoir sur vous. Parce que quand vous n'avez plus désespérément besoin d'être secouru, les sauveurs perdent de leur attrait. Vous les voyez venir de loin. Leurs promesses vous semblent suspectes au lieu d'irrésistibles. C'est le véritable objectif de tout le travail que je vous ai décrit. Ce n'est pas simplement échapper à cette relation, c'est vous transformer en quelqu'un qui n'aura plus jamais besoin de ce type de relation.
c'est devenir votre propre sauveur. Pas dans le sens arrogant de ne pas avoir besoin de personne, mais dans le sens sain de ne pas avoir besoin désespérément de quelqu'un qui vous sauve de vous-même. Carl Jung croyait fermement que chaque personne a en elle les ressources pour traverser n'importe quelle crise. Pas des ressources infinies, mais suffisantes. Le problème, c'est que la plupart des gens n'accèdent jamais à ces ressources, parce qu'il y a toujours quelqu'un de prêt à les secourir, avant qu'ils n'aient à le faire. La souffrance, bien que douloureuse, a un but évolutif. Elle vous oblige à développer des capacités que vous ne saviez pas que vous aviez. Elle vous force à trouver de la force dans des endroits où vous n'aviez jamais cherché. Chaque fois qu'un sauveur vous épargne ce processus, il vous vole une opportunité de croissance qui ne peut pas être récupérée d'une autre manière. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez rejeter toute aide et souffrir inutilement. Je dis qu'il y a une différence entre soutien et sauvetage. Le soutien vous accompagne pendant que vous traversez le feu. Le sauvetage vous sort du feu avant que vous n'ayez appris à le supporter. Et la prochaine fois que le feu apparaîtra, vous serez aussi démunis qu'avant. Une dernière pensée que je veux vous laisser. Si, après avoir écouté tout ça, vous sentez toujours que votre sauveur est différent, que votre situation est spéciale, que l'amour que vous ressentez est véritable, je veux que vous considériez une chose. Le schéma du faux sauveur fonctionne précisément parce qu'il se sent différent. Il fonctionne parce qu'il semble spécial. Il fonctionne parce que l'amour se sent génuin. Si c'était évident, ça n'attraperait personne. Si ça se sentait faux, tout le monde s'échapperait. La sophistication du piège est exactement dans le fait que ça se sent comme le contraire d'un piège. Ça se sent comme la réponse à toutes vos prières. Et cette sensation accablante de finalement trouver quelqu'un qui vous comprend, est le signal d'alerte le plus important de tous. Carl Jung disait que ce que nous cherchons désespérément est rarement ce dont nous avons vraiment besoin, et que ce dont nous avons réellement besoin se sent rarement comme ce que nous voulions. La croissance véritable n'est près que jamais confortable. L'amour véritable n'est près que jamais dramatique. L'aide véritable ne se sent près que jamais comme un sauvetage de film. Alors, si quelqu'un apparaît, en vous offrant exactement ce que vous avez toujours voulu, au moment exact où vous en avez le plus besoin, arrêtez-vous, respirez, observez, et rappelez-vous tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Parce que la différence entre un sauveur authentique et un faux sauveur peut être la différence entre des années de croissance ou des années de destruction. Et cette différence vaut chaque seconde de précaution supplémentaire. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Commentez un mot qui décrit comment vous vous sentiez face à la personne qui vous a sauvé au début, et un mot qui décrit comment vous vous sentez maintenant. Seulement 2 mots, mais quand vous les verrez écrits ensemble, vous allez voir l'arc complet du schéma. Et si vous connaissez quelqu'un qui est en train d'être secouru intensivement par quelqu'un de nouveau, partagez-lui cette vidéo. Pas pour accuser qui que ce soit, mais pour qu'il ait les yeux ouverts. Parce que le schéma du faux sauveur attrape les personnes les plus bonnes, les plus sensibles et les plus capables d'aimer profondément. Et ces personnes méritent de savoir que tout sauvetage n'est pas un cadeau. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où je vais vous révéler un autre schéma que Carl Jung a identifié, et qui changera la façon dont vous voyez toutes vos relations. D'ici là, rappelez-vous que le véritable amour vous rend plus fort, pas plus dépendant. Tout ce qui vous rend plus faible n'est pas de l'amour, même si ça en a l'air.